Bonjour, chers parents, et bienvenue à ce rendez-vous éclairant. Aujourd'hui, je reçois Annie Desrosiers. Annie, qui est une femme, une maman inspirante, qui a des enfants à besoins particuliers, puis qui va nous parler un petit peu de sa vie de maman, justement, avec les défis que ça comporte. Vous avez probablement remarqué là, dans les dernières semaines, derniers mois, que je frappe un peu sur le clou concernant le besoin de prendre soin de soi lorsqu'on est parent pour être en mesure de mieux accompagner nos enfants. J'ai d'ailleurs fait un défi 28 jours à ce sujet-là. Et je continue mes rendez-vous éclairants toujours sous ce thème-là parce que je crois que c'est vraiment important de prendre soin de nous. Puis, Annie va être en mesure aussi de nous transmettre ces petits trucs qu'elle a pu développer dans les dernières années aussi. Avant d'entamer ce super beau sujet-là, je tiens à me présenter. Donc, je m'appelle Laurie Boisvert, je suis coach familial, bachelière en psychoéducation et fondatrice de coaching familial La Lanterne. Donc, en tant que coach familial, Annie et moi, on accompagne les familles en recherche de solutions qui souhaitent simplifier, alléger leur vie en misant sur la reconnexion avec leurs enfants, sur des outils qui sont faciles d'application et qui leur permettront d'avoir plus de plaisir au quotidien. Donc, je parle de nous, moi et Annie. Pourquoi? Parce qu'Annie fait partie de mon équipe également et elle dessert à domicile les familles qui sont dans le centre et l'est de Québec. Donc, revenons à toi, Annie. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais ça que tu te présentes aux gens, de parler un peu peut-être de toi, de ton parcours, puis un peu de ta famille aussi. OK. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, je suis travailleuse sociale. Je suis originaire du bas du fleuve, un petit village qui s'appelle Montjoli, entre Matane et Rimouski. J'ai fait mes études à l'Université Laval. J'ai obtenu mon bac en service social en 2000. J'ai fait mon deuxième stage au Centre de crise de Québec. Donc, j'ai travaillé de nuit les fins de semaine pendant un certain temps. Ensuite de ça, je suis allée travailler au Cégep de Sainte-Foy avec les étudiants handicapés pour leur permettre de suivre les cours au régulier comme les autres étudiants. Par la suite, j'ai réalisé un grand rêve qui était d'être maman à la maison. Donc, j'ai été maman à la maison pendant 8 ans. Puis quand les enfants ont grandi, ben là, je me suis permis de retourner sur le marché du travail. Puis j'ai trouvé que coach familial, je ne savais pas que ça existait. Je suis tombée par hasard sur Internet, sur une publicité de Nancy Doyon qui avait une école, qui a toujours une école là-dessus. Donc, j'ai été admise à son école, j'ai fait ma formation là et me voilà comme coach familial. Je trouvais que c'était un excellent timing, je dirais, entre 8 ans à la maison, travailleuse sociale, le meilleur des deux mondes, quoi. Ouais, ça t'a permis de concilier Oui. finalement le tout. Et parle-moi un peu de ta famille. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ma famille, je suis maman de 3 garçons. J'aurais bien voulu avoir une fille, mais la vie en a pas fait comme ça. 3 garçons. J'ai un bel adolescent qui a 14 ans. J'ai un garçon du milieu qui a un déficit d'attention comme sa maman. Et j'ai aussi mon plus jeune qui s'appelle Noah, qui vient tout juste d'être diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, tout Euh, récemment, tu disais que oui, c'est en mai dernier que tu as eu un diagnostic. exactement. En mai dernier, pendant le confinement, c'est là qu'on a eu le résultat. Mm. Tu vas sûrement me demander comment tu as pris ça, mais en fait, c'est un très, très long processus. Ce qui fait que, comme plusieurs parents, quand on a eu le résultat, ça a fait un gros ouf, enfin, on sait de quoi qu'on parle. On n'est pas fou, c'est pas dans notre tête, on n'invente pas tout ça, il y a vraiment quelque chose de concret, puis là, enfin, on va avoir de l'aide.
Dans notre cas, à nous, ça nous a pris au-dessus d'1 an entre le moment où on a accepté de faire les démarches puis le temps où on a reçu le diagnostic. Mais avant qu'on accepte de faire les démarches, il y avait un autre processus aussi, qui est le déni, où tu veux pas voir que le petit garçon est particulier, là. Exact. Parce que ton fils a eu son diagnostic à quel âge exactement? À 8 ans. En À fait, 8 non, à 7 ans et demi. À 7 ans et demi. À OK. 7 ans et demi. Et donc, dans les années précédentes, ben, pour certains enfants, on va être en mesure de diagnostiquer à partir de la troisième, quatrième année, bon, d'année d'âge, évidemment. Il s'est passé plusieurs années entre les deux. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille du fait que ton enfant avait peut-être un diagnostic? Bien, d'abord, je ne me prétends pas du tout une spécialiste de l'autisme, hein. Je me prétends juste une maman. Exact. Nous, c'est ce qu'on veut Une entendre, maman là. qui l'a Comment tu as vécu. vécu ça, toi, là? Puis quand je travaillais au Cégep de Sainte-Foy, j'accompagnais les premiers jeunes atteints du syndrome d'Asperger dans les cégeps. C'était la première fois qu'il y avait des jeunes du syndrome d'Asperger qui intégraient les cégeps. OK. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'étais comme pionnière qui apprenait sur le tas. Ben là, je me vois encore en train d'apprendre sur le tas avec mon enfant. La question était comment j'ai réagi. Quels étaient les indices qui Ah t'ont oui, fait poser des questions, en fait, à savoir s'il y avait quelque chose derrière les comportements que tu voyais, là? OK, ben les indices, c'est ça, c'est que Noah, c'est pas un enfant qui avait de la difficulté à parler. Chez certains enfants autistes, on voit rapidement que, bon, ils ont de la difficulté à marcher, la parole ne s'installe pas. Puis là, on voit qu'il y a comme un retard de développement, puis POP sont pris en charge très rapidement. Ben, chez nous, c'était pas ça, là. OK. Noah, c'est un petit bébé normal qui faisait des beaux sourires, qui réagissait quand on approchait de lui. Je l'appelais mon bébé autonome parce qu'il était auto-berceur. Très, très jeune, là, quelques mois, là, il soignait la patte, puis il se berçait tout seul, tout seul. Il avait découvert ça par lui-même. OK. Fait que tout petit, là, je te dirais, jusqu'à l'âge de peut-être 4 ans, je me suis doutée de rien, mais vraiment rien. C'était mon bébé facile. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, vers 4 ans, il s'est mis à faire beaucoup de crises, avoir l'air un peu... ben, moi, je vois ça comme de l'anxiété aujourd'hui, mais je trouvais que c'était comme c'est ça. Disons que la crise du 4 ans a été assez intense, OK. qu'on n'en sortait plus. Je me souviens d'un Noah qui avait besoin de toucher à tout. Mais tu sais, tout ça, on voit ça chez d'autres enfants, là. Ça fait que c'est pas si exagéré que ça. Ouais. Une fois, il est allé à Passe-Partout. Il participait au programme de Passe-Partout. Donc, pour Euh, l'intégration avant la maternelle. oui, c'est ça. Puis l'éducatrice, des fois, me disait, bon, le langage de Noël est un petit peu en retard. Oui, c'est vrai. J'avoue que j'étais capable de deviner ses deux autres frères, même si c'est pas ça qu'il faut faire, là, mais j'étais quand même assez bonne pour deviner le langage de mes bébés, mais Noah, pas du tout. OK. Ça, je ne le comprenais pas. Mais rendu à 4 ans, il était comme plus intelligible, mais il était en retard sur un enfant de 4 ans. Mhm. Fait qu'ils nous ont envoyés en orthophonie. Mhm. Mais encore là, ça, il y en a plein d'autres enfants là, qui vont en orthophonie. Ouais. Et quand je dis que c'est un enfant touche à tout, c'est qu'il avait besoin il était comme stické sur certaines choses. Puis à 4 ans, c'était les couleurs. OK. Fait que s'il voyait, sa couleur préférée, c'était rouge. Bien, s'il voyait quelque chose de rouge, il fallait qu'il touche. Ce qui a amené une anecdote qui m'a vraiment traumatisée comme maman, je vais vous la raconter. Bien sûr. On est en train de discuter, l'éducatrice spécialisée et moi, l'éducatrice de Passe-Partout. OK. Puis on fait un retour sur la première rencontre en orthophonie, que ça se passe bien, puis ça fait du bien, tout ça.
Et Noah va m'attendre à la porte d'entrée. Ça se passe à l'école primaire, mais nous autres, on a 2 pavillons. On a le pavillon des petits, puis on a le pavillon des plus grands. C'est qu'on est au pavillon des plus grands, on est en train de discuter. Noah s'en va vers la porte d'entrée. Je discute avec l'éducatrice et à un moment donné, la sonnette d'alarme d'incendie retentit. Oh, c'est rouge! Ben, c'est ça, Laurie. Mais tu sais, je le catch pas tout de suite, hein? OK! On s'entend-tu que je veux pas que ça soit ça? Fait que là, sur le coup, l'éducatrice me dit, ben, sortez, sortez. On sort dehors, les pompiers arrivent, les enfants sortent en manches courtes, on est au mois de novembre. Et chemin faisant, j'ai un mauvais pressentiment. Je regarde Noah puis je dis, Noah, est-ce que tu as touché à quelque chose? Et qu'est-ce que Noah m'a répondu? Couleur rouge. Couleur préférée à moi. Alors, j'ai communiqué avec la direction, j'ai communiqué avec les responsables du programme Passe-Partout. Et honnêtement, le directeur, quand il a su que c'était un enfant de 4 ans qui voulait toucher à sa couleur préférée, il a fait un gros ouf et ça s'est arrêté là. OK. En maternelle, c'était un enfant qui n'était pas assoyable. Il n'y avait pas moyen de l'asseoir pour lui donner une consigne. Noah marchait autour du local, puis l'enseignante donnait l'explication. Une fois qu'elle avait fini de donner son explication, elle allait voir Noah et lui demandait, Noah, est-ce que tu as compris ce que Mme Stéphanie t'a demandé? C'était 50-50. Des fois, il avait compris, des fois, il n'avait pas compris. Okay. Mais si elle lui disait tu restes assis, c'était impossible, il ne comprenait rien. Donc, il a été référé rapidement pour être évalué pour voir s'il y avait un TDA, TDAH. Fait que par l'école, on a eu le diagnostic. C'était une neuropsychologue qui a rencontré mon fils, puis on a eu le diagnostic très rapidement. Évidemment, il y avait un TDAH. Fait que moi, je pensais que ça s'arrêtait là. Hein? On a le diagnostic, on accepte de donner la médication, ça fait un peu effet pour au niveau de la concentration, mais quand même. Okay. Fait que là, je m'attends à ce qu'en première année, tout soit résolu, hein? Mais en même temps, je le vois bien, moi qui continue de marcher, puis de courir, puis qui n'est pas assoyable. Ça fait que je me demandais comment ça allait se passer. En première année, ça a été très difficile aussi. On avait un enfant qui ne voulait pas rentrer dans l'école. Il y a eu beaucoup de tickets rouges. Chez nous, à l'époque, on appelait ça des boomerangs. Puis ce que je voyais sur l'agenda, c'était souvent défi l'autorité. Okay. Alors, je pensais qu'en plus du TDAH, qu'il y avait un trouble d'opposition. Okay. Parce que ça, c'est des choses qu'on voit des fois. Ouais. Il faisait beaucoup de bruit de bouche aussi. Puis ça rendait l'enseignement difficile. Les bruits de bouche ont commencé à peu près en première année. Non, en maternelle. Okay. Puis ça ne descendait pas. Quand il était concentré, oui. Ça a l'air que l'enseignante, en première année, il y avait des grands moments qu'elle n'avait plus de bruit de bouche. Puis moi, à la maison, après ça, il revenait à 3h30 et c'était épouvantable. Okay. Des claquements de langue, des bruits avec les doigts, beaucoup de bruit de gorge aussi. Puis quand on lui disait « Noah, est-ce que tu chantes? » Noah se retournait. Puis là, il disait « Non, je ne chante pas. Je fais des bruits de bouche. » OK. Fait que moi, je prenais ça pour de l'opposition. Mais quand on sait que c'est de l'autisme, on dit « OK, c'est parce que le terme n'était pas précis pour lui. Il fallait qu'on appelle ça par le même nom que lui, il appelle ça. » Puis il en était conscient, en fait, là, que ça se passait, ça, là. Oui, il était tout à fait conscient qu'il faisait des bruits de bouche, puis il n'y avait aucun désir d'arrêter ça là. Lui, tu sais, il ne sentait pas que ça dérangeait les autres, il n'y avait pas de gêne pour ça. Okay. Si quelqu'un rentrait dans sa bulle, ça le fâchait. Les transitions étaient extrêmement difficiles. J'avais beaucoup de crises à l'époque. Des crises quand c'était le temps d'aller à l'école le matin. Des fois, j'allais le trouver le matin pour le réveiller, puis là, il me regardait et il me disait « Maman, s'il te plaît, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. »
Là, je me disais, c'est parce que nous autres, on vient d'un milieu vraiment génial. On a une école extraordinaire. Puis là, je me disais, mais mon beau Noah, tu as une école formidable, tu as une enseignante formidable, je travaille à temps partiel. Ton éducatrice en service de garde, j'y ai parlé souvent, est formidable aussi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je me sentais tellement démunie. Puis quand j'allais le conduire sur l'heure du dîner, parce que des fois, il venait dîner à la maison, il se cramponnait après mon bras. Il ne voulait pas me lâcher. Fait que de semaine en semaine, à un moment donné, ben, j'ai compris que le personnel enseignant puis les éducateurs avaient compris que la maman de Noah avait de la difficulté avec les transitions sur l'heure du dîner. Fait que des fois, je faisais juste m'approcher le nez un peu de la porte, là, puis tout d'un coup, il y avait une enseignante qui sortait ou une éducatrice qui donnait la main à Noah puis qui allait le reconduire à sa classe. Mais d'autres fois, c'était, il pognait la fuite carrément, puis quand l'enseignante surveillante, admettons, donc qui n'était pas son enseignante à lui, s'en allait, lui disait, tu rentres, tu fais le rang. Là, tu sais, il y avait comme trop d'enfants en même temps, c'était comme l'effet de masse, ça devait le rendre anxieux, fait qu'il prenait l'autre partie, l'autre sortie. Okay. Il regardait l'enseignante dans le blanc des yeux, là, pour essayer de comprendre probablement ce qu'elle voulait, puis après ça, il se sauvait. Fait que là, tu sais, ça faisait vraiment, j'ai compris ce que tu voulais, mais je m'oppose à ce que tu me demandes. Ouais. Fait que, ça a été vraiment long avant qu'on décèle quelque chose. Et pour vous diriger vers le diagnostic de TSA, qu'est-ce qui a été le déclencheur ou essayer de voir que finalement, c'était pas de TDAH, c'était pas de l'opposition non plus? Ben, ça a été, je te dirais, quelques graines. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont semé des graines. D'abord, quand on était en orthophonie, l'orthophoniste a semé une petite graine en disant, il me semble que Noah, il y a comme des sujets de fascination. Il me parle toujours de la patrouille, puis j'essaye d'y parler d'autres choses, mais il parle toujours de la patrouille. Okay. Moi, j'avais travaillé avec des jeunes adultes TSA, et là, j'étais dans mon déni profond. Fait que j'ai tout de suite dit à l'orthophoniste à ce moment-là, non, non. Moi, j'ai travaillé avec les TSA et non, mon fils. Fait qu'il y a eu l'orthophoniste qui en a parlé. Okay. Après ça, quand on a eu le diagnostic de TDAH à la fin de la maternelle, la neuropsychologue nous en a glissé un mot. Je me souviens, j'étais dans le petit bureau avec mon mari quand on s'attendait à avoir le diagnostic de TDAH, mais je me souviens que quand elle a parlé de TSA, là, on dirait que les oreilles m'ont bourdonné. Tu as l'impression que le temps s'arrête, là. Puis tu veux pas entendre ça. Ouais. Puis là, je me disais, non, ça va passer, là, ça va passer, il va grandir, puis il n'y en aura plus, là. Fait qu'il y a eu ça, puis quand on a commencé la première année, j'ai rapidement dit à l'enseignante, écoutez, je ne sais pas comment vous allez faire pour y enseigner. Il n'est pas assoyable, il n'écoute pas, il ne veut pas aller à l'école, mais je le sais que vous êtes très doué, fait qu'on va travailler en collaboration pour essayer de trouver ce qui va pas. Ouais. Ça fait que assez rapidement, à un moment donné, on s'est assis, l'enseignante et moi, puis elle m'a dit, écoutez, Madame Desrosiers, c'est parce que la façon que j'ai trouvée pour me faire comprendre avec votre gars, là, c'est des dessins. J'ai un cahier Canada, là, puis je fais des dessins. Puis dans ce temps-là, là, il comprend. Puis là, elle m'a montré toutes sortes de choses. Il y avait de la difficulté à comprendre qu'il ne fallait pas qu'il aille plus loin quand il changeait. Parce que là, il s'éparpillait, il était rendu jusque dans la classe d'en face quand il s'habillait. OK. Ça fait que l'enseignante avait collé des tapes rouges pour y montrer sa zone où il pouvait s'habiller. Puis à partir de là, ça s'est réglé, même que les tapes ont été décollées par le concierge qui a fait le ménage, puis les mois qui ont passé. Puis lui, c'était clair. Okay. Mais on se rappelle que j'ai une formation là-dedans. Ouais. Ça faisait pas mal picto, son affaire. Je voulais pas entendre ça.
Puis à un moment donné, ben, veut pas, le processus a fait en sorte que le diagnostic est tombé. Ben en fait, c'est qu'à un moment donné, ça allait tellement plus que l'enseignante avait besoin d'une aide en classe. OK. Noah refusait de faire les examens, refusait de travailler. Ça prenait une éducatrice à côté de Noah. Puis pour qu'il y ait une éducatrice à côté de Noah, il fallait que je commence à faire les démarches. OK. Je me souviens d'avoir dit à cette enseignante-là à ce moment-là, je vais faire les démarches, pas parce que je suis prête, parce que je sais que si je ne fais pas les démarches, vous n'aurez pas d'aide. Puis quand je disais vous, je ne parlais pas juste que je voulais que l'enseignante aide de l'aide, je voulais que Noah en aide aussi. Ouais. Tu sais? Ça fait que c'est à ce moment-là qu'on a eu le premier plan d'intervention. Là, ils m'ont montré tout ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mis des mesures en place en observation. Ils mettent des pauses au service de garde, découper les questions d'examen, fractionner la tâche. Plein de choses. Puis il y avait eu le temps de documenter que, regardez, on a fait ça, puis il répond très bien. On a fait ça, ça fait du bien. Juste quand ils ont commencé à donner des pauses à Noah pendant le service de garde, là. C'était juste un petit 10 minutes où le reste du groupe de service de garde allait dehors. Puis avec son adulte de confiance du service de garde, il y avait un petit 10 minutes dans un local. Il enlevait ses chaussures, puis il s'assoyait à côté de son éducatrice, il prenait une doudou. 10 minutes plus tard, il était correct. Okay. Juste ça, là, l'école m'en avait pas parlé. Juste ça, là, quand ils ont commencé à faire ça, mon chum et moi, on s'est regardés puis ils ont fait l'école, ils ont fait quoi, notre gars, là? Il va donc bien mieux. Il est plus endurable, les bruits de bouche ont diminué, il est moins agité, il collabore mieux. Ça n'a pas été long qu'ils m'ont dit, ben là, on a commencé les pauses, ça va bien, mais ça allait tellement bien que ça avait des répercussions sur la maison. Fait que, tu sais, en me disant tout ce qu'il avait fait, puis que je le voyais bien que ça aidait mon gars, ben à un moment donné, on n'a pas le choix, puis on a dit, OK, ben je vais voir mon médecin de famille, puis on dit qu'on a des sérieux doutes, puis on demande d'avoir accès au guichet unique de santé mentale. Ça frise les oreilles des parents, ça. Tu n'as pas envie que ton enfant aille au guichet unique de santé mentale, puis qu'il y ait un psychiatre qui se penche sur son cas. C'est dur, ça fait mal au cœur des parents. Mais à un moment donné, tu te dis, ben, c'est parce que tout ce qui est fait lui fait du bien. Je veux pas que ça arrête. Évidemment. Ça fait que c'est pour ça qu'en discutant avec mon chum, ben, on a accepté cette aide-là. Puis on s'est rendu finalement jusqu'au diagnostic. Ouais. Puis c'est un long processus avec plusieurs étapes à passer, bon, des rencontres et tout. Puis d'ailleurs, tu as écrit un texte là-dessus là, qui s'appelle le marathon de la liste d'attente qui décrit bien en fait ce qu'une maman peut vivre lorsqu'on est en attente de diagnostic. Oui, puis je l'ai écrit à la saveur de peu importe ce que tu attends. Que tu attends une chirurgie cardiaque, que tu attends un diagnostic de TSA, que tu attends peu importe. Ça peut être long. Puis pendant ce temps-là, ben, prends soin de toi. Puis je décris vraiment dans ce texte-là qu'est-ce que moi j'ai fait pour prendre soin de moi pendant cette période-là. Puis je fais le parallèle entre, étant donné que c'est long et que c'est difficile, ben c'est comme un marathon. Fait que si tu vas courir un marathon, là, tu n'y vas pas avec une paire de souliers à talons hauts. C'est pas une bonne idée, tu vas te blesser les pieds, tu vas tomber. Fait que je parle d'une bonne vieille paire de running shoes. Tu te mets ça, puis là, tu vas chercher de l'aide, tu acceptes de prendre soin de toi, tu vas marcher, tu médites. Je donne un paquet de trucs justement pour t'offrir, pour prendre soin de soi. Puis je dirais que ce qu'on vit actuellement, le coronavirus, le confinement, tout ça, ça fait penser à un marathon, ça aussi, hein? On est sorti de notre zone de confort, puis ça va être long. Il ne faut pas prendre ça comme un sprint, là.
Puis les premières semaines, les premiers mois, on l'a tout vécu comme ça. OK, on s'en va en télétravail, puis go, 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 il faut être plus performant, puis il faut être prêt pour quand ça va restarter. Ça recommence pas pour le moment. Ça commence pas pour le moment. On en a pour un bout. Fait attendre un diagnostic, dans notre cas, nous autres, ça a été plus qu'1 an. Puis quand j'appelais pour avoir des nouvelles par le CLSC, bien souvent, on me disait « Ah, Madame Desrosiers, par le réseau, ça va être long, là. Ça va peut-être être un bon 2 ans et demi. » Wow. Bien, pendant ce temps-là, tu n'as pas confirmation. Il n'y a personne qui t'aide à savoir les bruits de bouche, tu fais quoi avec. Les crises, les devoirs et leçons. Est-ce que tu mets ton coup de poing sur la table et tu exiges que ton fils fasse ses devoirs et leçons en arrivant de l'école, même s'il est brûlé? Ou si tu t'écoutes ton cœur, tu n'as pas de service parce que tu n'as pas de diagnostic. Puis même si toi, tu étais intervenante jusqu'à un certain point, tu avais tes lunettes de maman là, dans cette posture-là. Oui. Puis je te dirais que ça a été mon plus gros défi. Je me souviens du premier plan d'intervention qu'on a eu à l'école. La directrice m'a d'emblée généreusement dit qu'elle aussi était maman d'un enfant TSA. Okay. Puis, à la fin du plan d'intervention, elle m'a regardée avec son regard d'intervenante directrice, là. Puis là, elle m'a dit, là, vous allez prendre soin de vous, hein? Ben, j'ai comme trop compris son message. Puis là, je me suis dit, non, mais là, hein, quand même, je suis travailleuse sociale, je suis coach familiale, j'ai travaillé quand même une dizaine d'années avec les Asperger. Mon gars, il peut en faire des crises, il n'y a pas de problème, là. Oui, je suis capable, il n'y a pas de problème. Ben, je suis tombée dans le panneau. Ouais. Je suis tombée dans le panneau pas parce que je le voulais. Dès le départ, je les voulais, les services. Mais quand il n'y en a pas, puis que tu as les compétences, ben, tu te sers de tes compétences pour aider ta famille. C'est juste humain. Ouais. Ça fait que je jouais le rôle de l'éducatrice, de la coach familiale, puis de la maman. Puis à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que quand mon fils avait des mauvais comportements, des comportements non réglementaires, non sociaux, je le prenais personnel. C'était comme si, je dirais pas que c'est comme si mon bulletin de maman était pas bon, mais c'est comme si, comme j'étais coach familial, j'aurais dû trouver les moyens pour qu'ils n'aient pas ces comportements-là. Ouais. Donc, c'était de ma faute. Fait que si Noah faisait une crise à l'école, c'était de ma faute. S'il frappait sur le bureau puis il hurlait après sa prof, c'était de ma faute. Parce que je n'avais pas trouvé le moyen. Puis il n'y avait pas d'explication encore non plus à ce moment-là. Non, ben, honnêtement, comme moi, je me suis retirée pendant quelques années, je pense que l'école avait une grosse longueur d'avance que moi. Parce qu'eux autres, ils se sont formés, eux autres, ils étaient à jour. Puis eux autres, c'était pas la mère, hein? Il n'y avait pas l'aspect affectif qui était impliqué là-dedans. Là. C'est ça. Ça fait que je faisais la fille que non, tout est beau, puis je contrôle, puis tout ça, mais je gardais tout par en dedans. C'est que j'avais l'impression, je me sentais hyper coupable, hyper mal à l'aise, mais je gardais tout. Par rapport aux devoirs et leçons, c'était la même chose. Quand Noah ne voulait pas faire ses devoirs, j'avais tout le temps un gros combat dans moi. Puis je pense pas que ça soit terminé, ce combat-là encore. C'est juste que là, j'en ai conscience. C'est à moi de trouver les moyens comme intervenante éducatrice pour que mon fils fasse ce qui est demandé en classe. C'est à moi à trouver les moyens pour qu'il fasse ses devoirs, pour qu'il fasse ses mots de vocabulaire. Peut-être qu'il n'est pas disponible parce qu'il est en surcharge quand il arrive à la maison, mais c'est à moi de trouver le bon moment. Puis s'il ne fait pas ses mots de vocabulaire, c'est parce que j'ai abdiqué.
s'il ne fait pas ses affaires, c'est parce que je n'ai pas trouvé la bonne façon. Puis là, ça me tourne dans la tête comme ça, puis on accumule, puis à un moment donné, on est fatigué beaucoup. Bien, certainement. Puis là, tu veux pas, c'est une pression que tu te mets sur les épaules. Donc, que je me mets sur les épaules, puis que l'école n'a jamais voulu mettre non plus, là. Puis que Noah, il n'en a rien, il n'en a aucune idée, lui. Tu sais, je me suis mis ça tout seul. Ouais. Mais ça, c'est un gros travail de s'en rendre compte, parce que quand on est au quotidien comme ça, on ne se voit pas aller. Exact. Puis là, à travers tout ça, tu me disais, ben, j'ai été capable de mettre des choses en place pour prendre soin de moi à travers, pour pas que la fatigue prenne trop de place. Qu'est-ce que ce serait, toi, tes stratégies là, que tu as pu mettre en place pour toi et qui ont bien fait? Ben, je suis allée chercher de l'aide. Tu sais, à un moment donné, là, t'as beau vouloir, là, mais à un moment donné, c'est sain et c'est nécessaire d'aller consulter. Aller consulter un coach familial, un travailleur social, un psychologue, quelqu'un qui va être à l'extérieur de tout ça, puis qui va vous permettre de ventiler, de sortir les émotions, puis des fois de vous faire prendre conscience de vos émotions. Parce que des fois, tu sais, on a nos croyances, puis là, on se dit, ah, c'est pas correct que je sois fâchée après telle personne. Mais dans notre processus de deuil, c'est normal d'être en colère à un moment donné, puis c'est irrationnel. Fait que plus tu te permets de ventiler puis de faire sortir ces émotions-là, moins tu résistes, puis moins tu te fatigues. Puis une personne de l'extérieur, peu importe, comme je dis, que ce soit un psychologue, un TS, un coach familial, un éducateur spécialisé, il va te donner des trucs aussi auxquels tu n'auras pas pensé parce que tu as le nez collé dessus. Puis peut-être aussi qu'il va t'aider à te rendre compte que non, là, Noah, il fait pas ses devoirs parce qu'il veut pas les faire. C'est pas ta responsabilité. Quand tu as trop le nez collé dessus, tu te rends pas compte de tes fausses croyances. Ouais. Puis tu parlais de deuil, c'est effectivement un deuil, le fait d'apprendre que notre enfant a un diagnostic particulier, a des besoins particuliers. Oui, bien, comme travailleuse sociale, moi, ça faisait partie des choses qui m'intéressaient beaucoup. J'ai fait mon premier stage avec les amputés à l'IRDPQ. Après ça, au Centre de crise de Québec, c'est tout l'aspect de la crise situationnelle reliée au deuil m'intéressait énormément. Toute jeune, j'ai travaillé au Camp Papillon à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. Fait que le fait d'avoir travaillé avec des personnes handicapées, j'étais très au fait que quand tu as un diagnostic, il y a un processus de deuil qui vient avec ça. C'est pareil que si je sais pas moi, ta meilleure amie décède d'un accident, ton chat décède, tu perds ton emploi, on a fait une espèce de deuil de notre routine confortable quand il y a eu le confinement. Donc, toutes ces choses-là, ça amène un deuil, puis c'est tout le temps les mêmes étapes. Ça commence par le déni. Dans mon cas à moi, ben, je vous en ai parlé tantôt, les premières personnes qui m'ont parlé du possible TSA de Noah, c'était tout le temps non, ça se peut pas. Puis là, je me servais de mes connaissances en TSA pour leur prouver qu'ils n'avaient pas raison. Ça, c'était bien important. Mon déni a dû durer un bon 2 ans facile, sinon plus. Tu sais, chacun a sa vitesse. C'est pas parce que tu enclenches un processus de déni que c'est tout 6 mois par étape ou 1 an par étape. C'est très variable, puis chacun vit ça à sa vitesse. Après ça, j'ai eu une phase de colère. La colère, pour moi, c'était... j'avais le goût de tout casser. Vraiment, là, je gardais tout par en dedans. Je suis quelqu'un qui vit mes choses par en dedans, mais j'avais vraiment le goût de tout casser. Puis, il y a une petite phrase qui me revenait, c'était « Rendez-moi mon enfant ». Parce que Noah, ses symptômes, ils ne sont pas apparus tout de suite. Donc, c'est comme si je m'étais raccrochée sur le petit garçon de 3 ans,
avant que les symptômes apparaissent. Puis c'était cet enfant-là que je voulais revoir, comme s'il était disparu. Ça fait que j'avais cette rage-là intérieure. J'étais, comment dire, impatiente vis-à-vis de mes enfants, les autres enfants. Il y avait beau, ils oubliaient leur mitaine, je me fâchais après eux autres. J'étais très irritable. Après ça, il y a eu le marchandage. Le marchandage, c'est quand tu négocies. Tu négocies avec toi-même, tu négocies avec tout ce qui passe. À ce moment-là, moi, c'était OK, c'est vrai qu'il y a quelque chose de pas normal. Il n'est pas modèle standard, cet enfant-là. OK, c'est correct, je l'avoue. Mais c'est peut-être de l'opposition, c'est peut-être un syndrome de la Tourette, mais ça ne doit pas être un TSA. Fait que, tu sais, on avance. Après ça, il y a eu l'étape de dépression. Dans mon cas, à moi, la dépression, c'est la grosse fatigue qui s'en est suivie. Je pleurais beaucoup, j'avais plus d'énergie, j'avais donné beaucoup, beaucoup aussi. Puis là, il y avait encore la phrase de « rendez-moi mon enfant » qui revenait. Tu sais, c'était plus de la colère, c'était un gros non, mais tu sais, je veux pas, moi, qu'il fasse des bruits de bouche chez nous, là. Puis aussi, accepter un TSA, ça veut dire que c'est le quotidien qui est lourd. Tu sais, il peut faire une crise à l'épicerie, il peut faire une crise à l'école, à la maison aussi. Il y a besoin de stabilité, il y a besoin de routine, il y a besoin de repères visuels, puis ça ne va pas guérir, c'est un état. Exact. Il n'y a pas de pause à ça, là. Non. Il y a des moments où il va mieux, il y a des moments où il va moins bien. Puis plus on le connaît, plus on est capable de prévoir, puis de répondre à ses besoins. Mais le quotidien reste qu'il est lourd. Ça fait qu'il y a eu cette passe-là de dépression. Là, je me rendais compte que c'était une question, c'était à tous les jours. On ne s'en allait pas vers une guérison, là. C'est un état. Puis l'acceptation, maintenant, dans notre cas, ben, l'acceptation est arrivée beaucoup avec le diagnostic. Fait que c'est comme si j'avais fait mes étapes du deuil pendant que j'attendais le diagnostic. OK. Donc, lorsque c'est arrivé, ça t'a ouvert des portes et non au contraire, ça t'a fermé des portes parce que ton processus était fait. Oui, ben tu sais, ça a fait en sorte qu'on a pu avoir de l'aide du CRDI, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. C'est eux autres qui offrent des services aux familles d'enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, même ceux qui ont une intelligence normale et même supérieure à la moyenne. C'est eux autres qui offrent les services aux familles. Donc, on a eu accès à ces services-là. On a eu confirmation que les services scolaires de Noah n'allaient pas être interrompus. Puis, on a eu toutes sortes d'explications à ces comportements. Entre autres, la pédopsychiatre nous a dit, bon, OK, oui, les bruits de bouche ne peuvent pas être arrêtés tout le temps, mais il y a un certain contrôle, puis on pourrait l'habituer à ça. Puis à partir du moment où cette docteure-là, docteur Lynn, a demandé à Noah, « Noah, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire des bruits de bouche dans la salle de jeu ou dans ta chambre? Papa, maman vont t'aider à t'entraîner, mais moi, je suis sûre là, que tu vas être capable, tu es un champion. » À partir du moment qu'elle s'est approchée de lui pour lui demander ça, chez nous, là, ça a diminué beaucoup les bruits de bouche. Puis moi, comme maman, mon chum aussi, comme parents, ça nous donne le pouvoir de dire à notre fils, OK, là, ça va faire des bruits de bouche, là, je sais que tu es fatigué, mais moi aussi. Fait que, tu sais ce que Dr. Lynn a dit dans la salle de jeu ou dans ta chambre, puis ferme la porte. Tu sais, ça nous donne un cadre, ça nous donne... Puis ça te permet, toi aussi, de l'encadrer pour te protéger, pour pas te surinvestir, pour pas que ce soit toi, finalement, qui n'ait plus l'énergie disponible pour l'aider. Oui, parce que n'ayant pas de réponse à ça, moi, ce que je comprenais, c'est que c'est comme quand ça y gratte, il ne peut pas se retenir de faire des bruits de bouche. Là, il est fatigué parce qu'il a eu sa journée d'école, fait que toi, endure-le. Ben, c'est parce que j'ai ma journée de fatigue. Moi aussi, comme parent, là. Puis là, t'accumules, puis à un moment donné, ben, de plus en plus fatigué, puis t'es pas content de toi comme maman.
Puis au fil du temps, ben, tu as appris justement, tu as fait des prises de conscience par rapport à ta réalité de maman avec des enfants besoins particuliers. Puis tu as appris à lâcher prise un peu sur le diagnostic, sur les comportements. Parle-nous-en un petit peu. Ben, je vois ça comme que ça soit un enfant à besoin particulier, que ça soit un enfant neurotypique. Élever un enfant, là, je vois ça comme escalader une montagne. Mm. Tu vas pas, tu vas pas la monter d'un seul coup. Tu vas arrêter par palier. Des fois, ça va être facile, des fois, ça va être difficile. Prends le temps de regarder le paysage. Tu sais, avec Noah, là, j'ai des moments là, de fou rire incroyables. Là. Il y a des choses qu'on peut faire en se permettant de rentrer dans son monde qu'on ne peut pas faire avec un enfant qui est neurotypique. Mm. Fait que pourquoi ne pas en profiter et trouver ça beau? T'sais, Noah, lui, il y a des toutous qui se passent dans le visage beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une façon pour lui de diminuer son anxiété. Mais ce genre de toutou-là, il en a acheté 3, puis des fois, on s'amuse à en mettre un à une place, puis à y porter certaines... Tu sais, c'est un peu comme si on avait des lutins de Noël, là. Oui, Et oui. nous, on a ça à longueur de journée, OK. à longueur d'année. Mais il y a comme un plaisir, puis il n'y a comme pas de pression là-dedans. Mm-hmm. Fait que vous avez appris vous avez retrouvé un nouveau Noah, finalement. Ben, en fait, c'est qu'on a arrêté, puis je dis je peux pas parler pour mon mari, mais moi, j'ai arrêté de vouloir qu'il soit neurotypique. Mm. Quand il y a eu le confinement, là, moi, j'ai réagi un peu comme si je me trouvais dans les souliers d'une personne TSA. Puis je me sentais vraiment anxieuse. Mm. Parce que là, toutes nos règles sociales changeaient, puis on ne savait plus comment se comporter. Puis, à un moment donné, je suis allée chercher à l'école, puis il a mis en application un concept qu'on y avait enseigné assez récemment au printemps. C'est-à-dire, tu ne te sens pas bien, tu es comme submergé par tes émotions. C'est sûr qu'on ne disait pas ces mots-là à Noël, on prenait des mots puis des dessins pour bien faire comprendre, mais tu sais, les émotions prennent beaucoup de place dans ton cœur. Bien, fais ça comme ça. Ça veut dire stop. Les éducatrices vont comprendre que tu as besoin d'un petit temps de recul. Puis après ça, on va intervenir auprès de toi. Bien, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il s'en servait avec moi à la sortie de l'école, qu'il s'en sert quand il traverse le chemin parce qu'il a peur des voitures, Noah. OK. Puis là, je me suis dit, hey, mais il est donc bien hot, mon gars. Parce que j'étais capable de sentir, de me faire une idée de c'était quoi se sentir comme une personne TSA à cause du confinement. Là, je réalisais tout ce qu'il mettait en place, lui, pour fonctionner dans la société. Ce petit bonhomme-là de 7 ans et demi, tout d'un coup, je l'ai vu comme étant mon coach de vie. Fait que j'ai transformé, c'est là que j'ai vraiment senti que l'acceptation était rentrée. Là. Après le diagnostic, au printemps, je l'ai vu d'un autre œil. Je l'ai vu comme quelqu'un qui surmontait ses difficultés avec brio, au lieu de le voir comme il ne peut pas se comporter comme tout le monde. Non, il faut que j'arrête de m'attendre à ce qu'il réagisse comme une personne neurotypique. C'est pas ça qui est. Tu sais, c'est comme, moi, je voulais glisser tantôt comme information, j'ai un déficit d'attention. Bien, si tout le monde autour de moi s'imagine que je vais fonctionner comme quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention, je vais tout le temps avoir l'impression de décevoir les autres. Mm-hmm. Je vais me sentir incompétente. Bien, Noah, à travers mes yeux, il devait sentir cette pression-là aussi. Fait qu'en ayant le diagnostic, moi, ça m'a permis de le voir avec toutes ses belles qualités, avec les défis qu'il rencontre à tous les jours. Puis au lieu d'être déçu parce qu'il n'est pas neurotypique, être fier de lui pour ce qu'il est. Ouais. Ça a diminué la pression du côté du père, du côté de toute la famille, de mon côté, puis du côté de Noah.
Exact. Puis là, tu parles de ton conjoint, son rôle à travers tout ça. Lui, il a vécu comment le processus? Tu sais, faudrait y demander à lui pour avoir l'heure juste, là, mais je, on m'avait dit quand j'avais fait mes stages en réadaptation physique que souvent la famille ne vit pas le deuil exactement aux mêmes étapes en même temps. Puis je l'ai vécu, c'est vrai. Mon conjoint n'a pas vécu les mêmes étapes en même temps que moi. Le déni, on a fait notre déni pas mal en même temps. C'est juste qu'à un moment donné, lui, il est encore au déni, puis moi, je me suis mis à avancer puis à pédaler tout seul. Puis pendant ce temps-là, il était fâché après moi parce que ça ne plaisait pas que je sorte de mon déni. Puis lui, il a accepté la réalité bien avant moi. Moi, je suis restée longtemps dans le marchandage, dépression. Puis là, je loupais dans les étapes aussi parce que là, je vous les ai expliquées, étape 1, 2, 3, 4, 5 en étapes, mais ça ne se passe pas de même. Mm-hmm. Ça peut faire 1, 3, 5, 2. C'est très variable. Là, j'ai fait un premier tour de roue, mais je vais en refaire un autre. Je le sais très bien. Ça bouge beaucoup, ces étapes-là. Ouais. Toujours est-il que moi, pendant que j'étais en colère, en marchandage, en dépression, ben lui, ça faisait un bout. OK, c'est correct. C'est comme s'il avait passé déni acceptation. OK. Fait que là, j'étais, ben non, je ne suis pas rendue là, mais c'est correct que le conjoint ne soit pas rendu à la même place que toi. Parce qu'on peut s'épauler, justement. Puis ça aide à faire progresser l'autre. Et quand il y en a un qui est sur le dos, qui est fatigué, qui est dans ses émotions, l'autre peut prendre le relais aussi. Exact. Puis c'est important, dans le fond, de les connaître, ces étapes du deuil-là, parce qu'on est en mesure de savoir, ben, notre conjoint est rendu où. Puis ça peut diminuer les frictions aussi, parce que j'ai eu plusieurs parents aussi qui ont eu de la difficulté, justement, à traverser tout ce qui est processus au niveau de diagnostic d'un enfant. Puis, veut pas, ça peut venir jouer sur la relation de couple aussi. Oui, ça joue beaucoup sur la relation. Puis comme coach, parce que ça arrive une fois de temps en temps que j'ai le bonheur de coacher une famille qui est en processus d'attente. Puis quand quand je dis aux familles, ouais, mais ça se pourrait-tu que ton conjoint soit en déni? J'ai une maman qui me dit, il veut rien savoir, puis il collabore pas, puis je voudrais tellement, puis ben, peut-être que c'est pas parce qu'il veut rien savoir, peut-être qu'il est dans son déni. Toi, quand tu étais dans ton déni, tu n'as pas trouvé ça confortable? Oui, oui, c'est confortable le déni. Bon, ben, sois patiente, sème des graines, puis à un moment donné, ça va évoluer tout ça. Mais quand tu changes ta paire de lunettes, quand tu as ta paire de lunettes de mon chum ne veut rien savoir, tu n'es pas en état d'ouverture pour discuter puis évoluer en tant que couple. Mm-hmm. Et quand tu prends une paire de lunettes de ah, il est peut-être en déni, bien là, tout d'un coup, les choses peuvent s'ouvrir. Exact. Ça fait place à de la communication. Mm-hmm. C'est C'est ça que. important. Oui. C'est important justement de pouvoir communiquer et d'avoir quelqu'un. Tantôt, tu parlais de l'importance de ventiler. Ben, quand on a le conjoint à la maison, puis on a la possibilité de pouvoir ventiler avec lui et que lui vit les mêmes choses que toi, ben, veut pas, on est deux à s'épauler, c'est super. Oh oui, c'est merveilleux. C'est difficile quand on n'est pas aux mêmes étapes, mais quand on devient de connivence, quand on travaille en équipe, ça fait du bien aussi. Tu sais, j'ai eu un gros moment où les fameux bruits de bouche de Noah étaient insupportables pour moi, là. Fait que, puis mon chum, c'est un gars qui est auditif. Fait que lui aussi, c'est difficile. Fait que des fois, on est au souper, là, puis Noah commence à faire des bruits de bouche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien, c'est anxiogène pour lui lors du souper. Ben, on fait juste se regarder, s'échanger un petit coin, un petit clin d'œil, ou tu sais, je passe ma main sur son bras, puis on est deux. On est deux à ne pas trouver ça facile, mais on est deux ensemble là-dedans. Fait que là, on prend une grande respiration tous les deux, puis là, ou c'est lui ou c'est moi. Là, est-ce que tu te rappelles ce que Dr. Lynn t'a dit? Ah oui, c'est vrai.
Fait que là, on est à table, finis ton assiette, puis après ça, tes bruits de bouche, tu pourras aller les faire dans la salle de jeu. D'accord, moi? Moi, je pense que tu es capable, oui. Non? Veux-tu aller faire un petit peu de bouche dans la salle de jeu? Tu reviens dans 2 minutes? Tu sais, on est plus malléable, on est plus patient, parce qu'on sait qu'on est tous les deux ensemble. Mhm. Oui, d'avoir le soutien de l'autre aussi, ça donne des fois le courage de continuer d'appliquer ce qu'on a commencé à voir avec notre enfant pour pouvoir l'amener Exact. à se développer encore plus. Puis j'avais une petite dernière question pour toi par rapport à la fratrie, parce que tu as 2 autres garçons qui vivent avec cette réalité-là. Comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe? J'ai 2 autres garçons. Avec mon adolescence, ça se passe, je dirais, très, très bien. Mais il y a eu une phase où il était à la même étape. Parce qu'il faut que tu comprennes que la fratrie, eux autres aussi, ils ont leurs étapes de deuil. Mm-hmm. Eux autres aussi, ils auraient voulu avoir un frère neurotypique. Ouais. Ça fait qu'il y a une phase où je te dirais que mon ado était synchrone avec mon chum. OK. Fait que quand ça les tannait, je dirais même quasiment agressé, que je nomme des choses, que je dise ah, mais là, j'ai lu ça, puis là, ça documente telle affaire, puis là, ça veut dire que si on l'aide dans cet aspect-là à cause de son TSA, mon chum, ça l'agaçait, mais mon ado aussi. Mm. Fait qu'eux autres, ils réagissaient en même temps, ils étaient comme dans une espèce de déni colère en même temps. Puis maintenant, mon ado, c'est un peu comme, je te dirais, un éducateur né. Il y a une fibre d'intervention. Ça fait que des fois, quand j'ai pas d'idée, tout d'un coup, c'est lui qui va l'avoir. Ou si son père puis moi, on n'a pas nécessairement compris le besoin de son frère, ça se peut qu'il vienne nous voir et dire hey, les parents, c'est parce que tu sais, Noël, là, s'il fait le contour de la pelouse, là, c'est parce qu'il n'aime pas ça, marcher pieds nus sa pelouse. Ça pique. Vous savez qu'il est hyper sensible. Bien, la pelouse aussi, ça rentre là-dedans. Moi puis mon chum de faire mais il n'a pas la même perception. Il est au même niveau que ses frères. Ça Mm-hmm. fait qu'il ne voit pas la chose de la même façon. Ça fait qu'il peut nous transmettre l'information. Exact. Puis mon petit garçon du milieu, ben, pour lui, c'est assez difficile parce qu'avec un déficit d'attention, avec une hypersensibilité sensorielle, les oreilles, les émotions, il a tendance à vouloir éviter la crise de son frère. Donc, si son frère veut un jouet, ben, il va tout de suite donner le jouet pour éviter la crise. Mm. Il va, à un moment donné, accumuler énormément, puis s'enfermer dans sa chambre, claquer la porte parce qu'il n'en peut plus des bruits de bouche. Ça fait que à un moment donné, il faut aller chercher de l'aide aussi pour ces cocos-là, pour les frères et sœurs. Donc, le fait d'avoir un diagnostic chez un enfant de la famille, ça va avoir de l'impact sur tout le monde. Puis ça vaut la peine de prendre en considération les défis de chacun à travers tout ça. Parce que oui, tu as un enfant à besoin particulier qui a des défis particuliers, mais pour tout le monde, je pense que ça vaut la peine de prendre un temps pour voir les besoins de chacun, s'assurer d'y répondre pour après ça être en mesure d'avancer tout le monde ensemble. Exactement, parce que tout le monde a ses enjeux. Exact. Hey, merci beaucoup, Annie, d'avoir pris du temps pour nous autres. C'est super intéressant. Moi, j'aurais pu passer encore plein de minutes à discuter avec toi. Je pense que tu as été en mesure vraiment de bien expliquer comment on procède, là, en fait, à travers l'apprentissage de tout ce qui est diagnostic d'un enfant qui a des besoins particuliers. Comment est-ce qu'on prend soin de nous autres? Comment est-ce qu'on doit communiquer ensemble à travers tout ça? Donc, c'était super intéressant de t'entendre là-dessus. Puis, on va mettre en commentaire le lien vers ton texte sur le marathon de la liste d'attente. Donc, les parents pourront aller voir justement quel genre de stratégie tu leur proposais pour pouvoir passer à travers tout ça. Ouais. Donc, ben, merci encore, Annie. Je prends le temps. Plaisir.
Oui, je prends le temps de rappeler aux gens que tu fais partie de mon équipe. Donc, chers parents, si vous avez des besoins, d'ailleurs, si vous avez des enfants besoin particuliers, vous auriez besoin de soutien, n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc, soit à domicile, à distance, on est disponible pour vous. Puis, on est également disponible en termes de formation, ateliers, soutien pédagogique aussi dans les garderies. Donc, tout plein de beaux types de soutien qu'on peut vous offrir pour vous aider dans votre rôle de parent. Et Annie, je te laisserai peut-être le dernier mot. Qu'est-ce que tu aurais à transmettre comme message aux parents, par exemple, qui vivraient la même situation que toi, tu as vécu actuellement? J'ai envie de vous dire, vous êtes des humains, prenez soin de vous, faut pas lâcher, puis surtout, surtout, n'hésitez pas à consulter, à aller chercher un accompagnement. Des fois, on se dit, ah ben là, tu sais, je n'irai pas chez le psychologue, ou tu sais, à un moment donné, parce que ça fait mal à l'ego, tout ça, là, tu sais, tu consultes pour ton enfant, tu consultes un paquet de spécialistes, tu recommences encore, encore, encore ton histoire. Euh, mais des fois, d'aller voir des organismes comme la Lanterne, ben, ça fait en sorte que cette personne-là va pouvoir t'accompagner pendant un petit bout de temps, plutôt que juste quelques séances que le réseau peut te donner, par exemple. Puis des fois, un organisme comme la Lanterne, on va pouvoir vous rencontrer plus rapidement qu'au réseau. Ça peut permettre d'aider à attendre. On n'est pas le spécialiste qui va donner le diagnostic, mais on peut donner des conseils pour prendre soin de vous puis prendre soin de votre famille en attendant que tout ça arrive. Ça fait que n'hésitez pas, que ça soit parler à votre meilleur ami ou aller consulter un organisme comme la Lanterne, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Sur ces bons mots, merci beaucoup encore une fois, Annie. Puis merci de faire partie de mon équipe. Très fière de t'avoir avec moi. Alors, c'est très agréable de travailler avec toi. Alors, merci, chers parents, d'avoir été parmi nous, d'avoir pris le temps d'entendre ce que Annie avait à vous partager aujourd'hui. Et sur ça, ben, je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à bientôt dans un prochain rendez-vous éclairant. Bye Salut! bye!